Au sommaire cette semaine, des points spatiaux remarquables, des lunettes de contemplation VR et pour finir, des humanoïdes volants. Voici En route vers le futur, numéro 41. Bonjour, je m'appelle Frédéric Boidron et si vous désirez découvrir le monde de demain avant tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Tous les lundis matins à 9 h, enfin pour l'instant je suis un peu décalé, je vous offre votre veille technologique sur un plateau. Et pensez à vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines chroniques. Ces articles vous mentent. À qui ces mensonges bénéficient-ils? Qui est à la base de ce complot? Non, la mission spatiale Lucie ne part pas pour Jupiter. Ces journalistes sont-ils à la solde de la NASA et des reptiliens? Non. En réalité, ce sont juste des titres imprécis, simplifiés pour que les lecteurs comprennent vaguement de quoi on parle. En général, en lisant l'article, la vérité est rétablie. Comme toujours, ne vous contentez pas de lire un titre avant de tirer des conclusions. Le titre n'est là que pour attirer le regard dans le fourmillement des sujets sur votre timeline. C'est ce qu'on appelle du clickbait ou putaclic en français. Qu'est-ce qui est faux dans ces titres? Lucie est une mission spatiale automatique américaine qui a bien décollé le 16 octobre 2021, mais Jupiter n'est pas du tout sa destination. En réalité, la mission Lucie vient de décoller pour rejoindre des astéroïdes que l'on nomme Troyens et qu'elle visitera entre 2027 et 2033. Quel est le lien avec Jupiter? Ces astéroïdes sont placés sur des points d'équilibre de force centripète entre deux corps. Et dans notre cas, ces points d'équilibre sont basés sur le couple Soleil-Jupiter. Nous appelons ces points d'équilibre les points de Lagrange. C'est quoi les points de Lagrange? Prenons deux corps de masse différentes en orbite circulaire et en apesanteur. Pour notre exemple, nous allons imaginer une étoile et une planète. Le moins massif, la planète, sera en orbite autour du plus massif, l'étoile. Chacun exerce une gravité sur l'autre. En réalité, si on veut rentrer dans les détails, la planète ne va pas tourner autour de l'étoile, mais autour du barycentre du couple étoile-planète. L'étoile va plus ou moins être attirée par la planète qui lui tourne autour, un peu comme le phénomène des marées sur Terre, en lien avec la Lune. L'étoile massive exerce une forte gravité sur son environnement, un peu comme un aimant qui attire les métaux. Mais l'étoile n'est pas la seule à exercer une gravité. La planète également. Moins massive que l'étoile, son champ de gravité est plus faible, mais bel et bien présent. Si l'on place un objet avec une masse négligeable comme un astéroïde à cet endroit, juste en équilibre entre les deux forces de gravitation, cet objet pourra garder cette position de façon relativement stable tant que quelque chose ne viendra pas rompre cet équilibre. Et ce point d'équilibre est appelé point de Lagrange. C'est comme la Lune? Non, pas du tout. La Lune est un satellite naturel de notre planète. Et elle est en orbite autour de la Terre. Par contre, dans le couple Terre-Lune, il y a également des points de Lagrange. Il y a plusieurs points de Lagrange? Oui. Un couple d'objets possède 5 points de Lagrange et le premier que nous venons de décrire est le point de Lagrange L1. De l'autre côté du petit objet massif, il existe un second point de Lagrange, L2. Celui-ci existe grâce à une accumulation des deux masses, l'étoile et la planète, qui permet à un éventuel objet placé à ce point de garder une vitesse d'orbite autour de l'étoile relative à la vitesse de la planète. Cet objet sera donc parfaitement aligné avec la planète et l'étoile. Attention, ces points de Lagrange L1 et L2 ne sont pas très stables. Des corps comme des astéroïdes qui se retrouvent prisonniers dans ces zones n'y restent en général pas très longtemps, puisque d'autres objets comme d'autres planètes ou même d'autres astéroïdes ou comètes vont influer par leur propre gravité et probablement finir par éjecter le corps qui s'est aventuré en L1 ou L2. Le point de Lagrange L3 est situé à peu près sur la même orbite que la planète, mais à l'opposé par rapport à l'étoile. Ce point d'équilibre s'explique toujours par une accumulation des deux forces d'attraction de l'étoile et de la planète. L3 est légèrement plus stable que L1 et L2, mais reste soumis à de trop nombreux aléas environnementaux pour que des astéroïdes restent positionnés longtemps à cet endroit. Il existe deux autres points de Lagrange bien plus stables, les points L4 et L5. Ces points sont situés au sommet d'un triangle équilatéral dont la base est représentée par une ligne directe entre les deux masses. La force de gravité exercée à ces deux points est suffisante pour que des objets puissent y rester plus ou moins indéfiniment.
C'est pour cela que l'on trouve souvent tout un tas d'astéroïdes, de nuages, de poussières, de gaz qui s'accumulent au point L4 et L5 de couples massifs. Il existe des points de Lagrange avec le Soleil et la Terre? Oui, parfaitement, comme tout duo de corps massifs en orbite, ces 5 points d'équilibre existent. Et la Terre est d'ailleurs accompagnée d'au moins un astéroïde au point L4. Découvert en 2010, celui-ci porte pour l'instant le nom barbare de 2010 TK7 et semble être d'environ 300 mètres de large. Et depuis 2020, nous observons un autre astéroïde de taille relativement semblable, quoique légèrement plus grand peut-être, 2020 XL5, que nous supposons également être en synchronisation avec le point L4. Même la Lune, dans le couple Terre-Lune, possède des nuages de poussière au point L4 et L5 que l'on appelle nuages de Kordylewski. Peut-on y déposer des objets? Mais parfaitement, et nous le faisons déjà. Nous pouvons même les placer sur des points L1, L2 et L3 moins stables. Grâce à de petites poussées régulières de moteur, nous pouvons rester en équilibre dans ces zones. Sur le point de Lagrange L1 du couple Soleil-Terre, il y fait toujours jour, forcément puisqu'il est toujours aligné avec le Soleil. Nous y avons donc placé des engins qui étudient le Soleil et les vents solaires, comme SOHO, ou l'ISA Pathfinder qui, lui, étudie les ondes gravitationnelles. À l'inverse, le point L2 est toujours dans la pénombre de la Terre, ce qui est pratique pour ne pas être ébloui par le Soleil lors de l'observation du cosmos. C'est à cet endroit que le nouveau télescope spatial James Webb, remplaçant du célèbre Hubble, y sera envoyé par Ariane 5 au mois de décembre de cette année 2021. Ces réserves en carburant devraient permettre au télescope de rester en équilibre dans cette zone à peu près une dizaine d'années. Et si nous revenions à Lucie? Lucie est une mission automatisée de la NASA qui vient de décoller de la Terre et qui part visiter les astéroïdes troyens. Les quoi? Les astéroïdes troyens sont des corps naturels coincés sur les points de Lagrange L4 et L5 du couple Soleil-Jupiter. Jupiter étant la planète la plus massive de notre système solaire, il est normal que ces deux points regroupent de nombreux objets. Nous en avons déjà observé plus de 4700 en L4 et 2500 en L5, dont certains dépassent plusieurs centaines de kilomètres de large. Autrefois, les astéroïdes troyens désignaient uniquement les astéroïdes du couple Soleil-Jupiter, car pendant longtemps, c'étaient les seuls que nous connaissions. Désormais, nous parlons également de troyens pour les autres astéroïdes coincés au point L4 et L5 des autres couples. Lucie va rejoindre tout d'abord l'astéroïde Donald Johanson en avril 2025. C'est un Troyen? Eh non, même pas. Il est juste sur la route et ce serait dommage de passer à côté sans aller le voir. Donald Johanson est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes en orbite autour du Soleil entre Mars et Jupiter. Il mesurait environ 3900 mètres de large. Il tire son nom du paléontologue Donald Johanson qui a découvert le squelette de l'australopithèque Lucie, qui démontrait que les hominidés marchaient sur leurs deux jambes depuis au moins 3 millions d'années. Mais c'est pas le nom de la mission? Si, c'est effectivement un clin d'œil à l'astéroïde Donald Johanson, mais aussi à la petite femelle australopithèque qu'il a découvert, Lucie. Mais c'est également une allusion à l'objectif de la mission qui est de valider nos théories sur la formation du système solaire. Comment Lucie va pouvoir valider cette théorie? Après Donald Johanson, Lucie va continuer son chemin vers le point de Lagrange L4 du couple Soleil-Jupiter afin d'aller visiter les astéroïdes troyens de Jupiter. Lucie devrait atteindre les astéroïdes Eurybate en août 2027, puis Polymele en septembre de la même année, Leucos et Euros en avril et novembre 2028, puis Lucie se dirigera vers le point L5 pour aller visiter Ménétios et Patrocle en mars 2033. Et d'après notre modèle actuel de formation du système solaire, le modèle de Nice, les astéroïdes troyens de Jupiter seraient de véritables fossiles des matériaux primitifs de la formation de notre système solaire. Parmi eux, il pourrait y avoir des astéroïdes provenant de régions externes au système solaire, la ceinture de Kuiper, là où se forment les comètes. Donc Lucie ne va jamais rejoindre Jupiter? Et non. Et la sonde va même rester très loin de la planète géante. Les titres des articles sont donc biaisés. Non pas pour vous tromper, mais plutôt pour simplifier la destination de la mission. Écrire Jupiter, ça parle un petit peu plus aux gens que les points de Lagrange L4 et L5 du couple Soleil-Jupiter. Généralement, l'ambiguïté est levée si on lit l'article. Comme toujours, ne vous arrêtez jamais au titre et à l'illustration pour penser avoir tout compris. Les titres sont uniquement là pour attirer votre regard avec des mots simples. D'ailleurs, cette présentation des points de Lagrange est elle-même imprécise. Je l'ai schématisée et si vous voulez en savoir plus, je vous propose de vous reporter à la vidéo, ici, là, dans mes fiches, de l'excellent AstronoGeek qui rentre un tout petit peu plus dans les détails tout en restant accessible. Et vous, aviez-vous déjà entendu parler de ces points de Lagrange à travers des œuvres de science-fiction?
qui s'en donne même à cœur joie d'ailleurs. Pensez-vous qu'il peut y avoir d'autres applications possibles que d'y envoyer les télescopes? Dites-le moi dans les commentaires. Entre HTC et Facebook se livre une véritable guerre de la réalité virtuelle depuis 2016. Alors que Facebook mise sur l'utilisation ludique de ses casques autonomes Oculus Quest, ici même, et Quest 2, HTC semble vouloir tester une nouvelle voie. Les Oculus Quest 1 et 2 de Facebook sont livrés avec des contrôleurs très aboutis, permettant une immersion convaincante. De plus, certaines applications peuvent être contrôlées en utilisant simplement la position des mains et des doigts dans le champ de vision du casque. Plus besoin de contrôleur. En perte de vitesse face à Facebook, HTC a pourtant tenté de suivre avec les Vive Focus et Cosmos en attaquant un marché un petit peu moins ludique et plus professionnel. Mais le succès des Quest est indéniable et il fallait que HTC réagisse. Il semblerait que la réponse d'HTC soit le nouveau casque Vive Flow qui va tenter d'attaquer de nouveaux marchés sensiblement différents. Les Vive Flow ressemblent plus à une paire de lunettes opaques qu'à un casque virtuel. Le Vive Flow reprend certains codes esthétiques des lunettes de réalité augmentée Magic Leap One. Si vous êtes un habitué au poids des casques de type Quest, les Vive Flow semblent être une véritable avancée technologique, permettant une immersion moins fatigante. Elles ne pèsent que 189 grammes face aux 503 grammes de l'Oculus Quest 2. Mais un premier doute se lève lorsque l'on s'aperçoit que le casque ne sera pas livré avec des contrôleurs et que la reconnaissance des mains n'est pas encore prête à être déployée sur ce casque. Comment contrôle-t-on le casque alors? Eh bien, avec un simple smartphone sous Android dans les mains, depuis une application de contrôleur virtuel. Même le premier casque autonome Oculus Go de Facebook était livré avec un contrôleur. Il était relativement basique, mais permettait une certaine interaction. D'ailleurs, l'Oculus Go n'est pas mort, et il est sur le point d'être libéré par Facebook. Vous pouvez retrouver ma chronique numéro 39 qui en parle, ici, dans mes fiches. Plutôt que de miser sur le ludique, HTC vise ici avant tout sur la relaxation et le bien-être. La priorité ici ne sera pas d'être en véritable interaction avec le monde virtuel, mais plutôt de profiter de l'expérience. Vous pourrez plonger dans des applications de relaxation où vous pourrez visionner des paysages numériques ou réels tout autour de vous sans avoir à manipuler quoi que ce soit. Vous allez pouvoir visionner de nombreuses vidéos comme des films ou animations de fiction ou des documentaires prévus pour un visionnage 360 degrés comme il en existe désormais des milliers sur YouTube. D'ailleurs, si vous avez un casque de réalité virtuelle, je vous invite à visionner ma playlist de vidéos 360 degrés comme ma visite privée du pavillon Espace du musée de l'air et de l'espace du Bourget, ici dans mes fiches. Pour que ces lunettes soient légères, la batterie n'est pas positionnée sur les lunettes, mais elle est autonome et reliée par un câble depuis votre poche. D'ailleurs, cette batterie externe n'est pas livrée avec les lunettes. Il vous faudra ajouter le tarif d'un powerbank en plus du prix des Vive Flow. Comme votre smartphone est relié en réseau avec votre Vive Flow, vous pouvez envoyer vos applications sur le casque et bénéficier d'un écran virtuel géant. C'est très bien pour visionner Netflix ou YouTube en ayant l'impression d'être au cinéma. Mais ce n'est pas une première, les autres casques offrent également cette possibilité. Et le prix? C'est là que le bas blesse le plus. HTC parle de 550 €, alors que des casques bien plus évolués, certes un petit peu plus lourds comme le Quest 2, est plus de l'ordre de 350 €. En préparant cette vidéo, je viens de voir que HTC présenterait bientôt un autre casque, peut-être un petit peu plus conventionnel, mais ce sont pour le moment juste quelques rumeurs. Ces lunettes VR vous ont-elles convaincu? Quelles applications vous verriez intégrer à ce type de lunettes? Dites-le moi dans les commentaires. Traditionnellement, un robot bipède repose sur une forme humanoïde et comme un humain, celui-ci reste cloué au sol. Il se déplace sur ses deux jambes en équilibre sur le sol. Or, avec un robot, rien ne vous empêche d'imaginer de nouveaux systèmes de locomotion comme l'hybridation entre la marche et le vol. Des chercheurs de l'Université de technologie du Guangdong en Chine ont mis au point un hybride dès 2018. Leur prototype, nommé Jet HR1, est un robot bipède, mais avec une faible puissance moteur dans ses jambes. Et pour compenser cette faiblesse, l'idée de ce laboratoire était d'intégrer des rotors de drone au niveau des pieds afin de compenser la faiblesse des moteurs des articulations. Les hélices se mettent en fonctionnement pour transporter un pied puis l'autre afin de compléter le pas. Ceci peut paraître peu intéressant, mais cela permet au robot de faire de bien plus grandes enjambées qu'un robot bipède classique ne le pourrait. Début septembre 2021, ce même laboratoire a créé un second prototype plus avancé, le Jet HR2.
Cette fois-ci, le robot peut même bondir et s'envoler grâce à 4 rotors, un dans chaque pied et 2 supplémentaires au niveau de la taille. L'ensemble peut soulever jusqu'à 20 kg et le robot ne pesant que 17 kg, il peut donc emporter une charge utile de 3 kg supplémentaires. Pour le moment, le robot arrive à contrôler son vol, mais pas encore son atterrissage. L'idée de ce laboratoire est de développer des robots capables de se déplacer en marche bipède, mais également de faire de grands bonds lorsque le terrain devient très accidenté. Ce système de robots pourrait avoir des applications dans des opérations de secours. La Chine n'est pas le seul à travailler sur un tel projet. L'université Caltech en Californie vient de présenter ce 6 octobre un prototype légèrement plus abouti que le projet chinois, sous le nom de Leonardo, contraction de Legs Onboard Drone. Le robot mesure 76 cm de haut et possède également 4 rotors. Par contre, Caltech les a placés au niveau des épaules, ce qui doit le rendre probablement plus maniable. Pendant la marche bipède, l'équilibre du robot est maintenu par de petites poussées des rotors. Le robot peut donc échapper à de nombreuses chutes, même les plus critiques. L'équilibre est tel qu'il est capable de faire le funambule et même de rouler sur un skateboard. Et comme pour le jet HR-2 chinois, Leonardo peut s'envoler pour faire de grands sauts et enjamber des zones difficilement carrossées. Par contre, Leonardo semble déjà arriver à se poser sans encombre. Pensez-vous que cette hybridation entre marche bipède et vol soit une bonne idée ? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce bleu. Cela contribuera à faire connaître la chaîne aux algorithmes de YouTube. Si vous avez une question ou si vous avez un commentaire à faire sur l'actualité de cette semaine, n'hésitez pas et je me ferai un plaisir de vous répondre moi-même. D'ailleurs, si je trouve la question intéressante, j'y répondrai en vidéo. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines chroniques. Allez, ciao les humanoïdes!